il y a 10 ans, le PIB de l'Europe représentait 91% du PIB américain. Aujourd'hui, 10 ans après, on en est à 65%. Donc tous ces gens-là qui nous racontent toute la journée qu'il faut être vertueux alors qu'ils ne le sont pas, qu'il faut diminuer les émissions de CO2 alors qu'ils ne le font pas, à commencer par nos amis allemands, ils sont des Malthusiens qui organisent structurellement la décroissance de l'Europe. On parle souvent de la Chine et on Et l'a vous fait. pensez qu'il y a un lien entre le niveau des prix de l'énergie et cette faiblesse, on va dire, de la croissance européenne? L'économie, c'est de l'énergie transformée, comme dit mon ami Charles Gave. Voilà, on n'a toujours pas compris ça. En France, ça c'est sûr, et en Europe, peut-être encore pire. Et alors, la beauté, l'apothéose, c'est le blocus organisé sur le gaz russe. Je ne fais pas de jugement politique sur M. Poutine, sur l'Ukraine, etc. Mais depuis, tous ceux qui ont regardé des livres d'histoire ont compris que quand Napoléon avait organisé le blocus continental de nos ennemis anglais de l'époque, la conséquence, c'est quoi? C'est que les industriels du textile en France qui ne pouvaient plus acheter leurs machines en Angleterre, ils sont allés les acheter en Allemagne parce que les Allemands se sont mis à développer très fortement une industrie pour fournir la France. Donc, le blocus ça n'a jamais fonctionné dans l'histoire. Pour terminer en un mot sur l'histoire de la Russie, on lui aura donné une aide incroyable pour refaire ses routes de la Russie à l'Inde et à l'Indonésie, qui seront probablement beaucoup, beaucoup plus efficaces que les routes de la soie des Chinois. Et on aura extraordinairement renforcé la Russie, alors que l'idée de départ, c'était de les affaiblir. Donc voilà, on passe son temps à pas lire les livres d'histoire et à prendre des décisions qui n'ont pas réussi dans le passé. Alors, pour en revenir sur les investisseurs et les modèles économiques des technologies de la transition. En fait, d'après ce que vous décrivez, c'est presque impossible de construire des modèles économiques sur les technologies de la transition. C'est-à-dire que on n'est pas vraiment capable de savoir ce que seront les marchés, par exemple, des véhicules électriques dans quelques années et quelle peut être la rentabilité des constructeurs automobiles engagés dans cela, parce qu'il y a les prix des matières premières, il y a la possibilité de s'alimenter en batterie, qui va les produire et à quel coût. Vous ajoutez à ça la relative incertitude sur le prix de l'énergie et les industriels utilisent de l'énergie, et vous pouvez multiplier ça sur... On voit bien, par exemple, que les fabricants européens qui étaient les premiers mondiaux, qui sont encore les premiers mondiaux, d'éoliennes et d'équipements pour éoliennes, sont dans des difficultés financières incroyables, que ce soit Siemens, que ce soit Vestas, etc., parce qu'ils n'avaient pas anticipé le fait qu'avec l'inflation, les prix des équipements qu'ils produisent vont cesser d'augmenter et qu'ils ont été incapables de répercuter ça ou qu'ils ont beaucoup de mal à répercuter ça dans des contrats qu'ils ont signés il y a un certain nombre d'années. Donc ça ne peut aussi que, on va dire, qu'inquiéter les investisseurs qui soutiennent ce type d'entreprise. Alors, d'abord, dès qu'on prononce le mot de modèle, est-ce qu'il existe un seul modèle qui a été capable de prédire l'évolution du climat dans le passé? Réponse, non. Il n'y en a pas. On peut expliquer un certain nombre de réchauffements. Ça a eu lieu à une époque où il n'y avait pas de voiture. On peut expliquer les périodes de glaciation. On passe par perte et profit toutes les interférences entre la Terre, les éruptions solaires. Alors, je ne suis pas un scientifique et je ne suis pas capable d'en parler convenablement. Juste pour vous interrompre, il y a deux choses sur lesquelles il y a deux certitudes quand même sur ces questions-là. La première, c'est que on est en période de réchauffement et que si on compare par rapport à il y a, on va dire, la période pré-industrielle, donc il y a 1 siècle et demi, 2 siècles,
la température a augmenté de 1 degré 1 degré 2, mais ça c'est une réalité moyenne. Alors c'est une moyenne, faut faire attention aux moyennes, mais ça c'est une réalité. Et par ailleurs, l'autre certitude aussi, c'est que le niveau de gaz à effet de serre dans l'atmosphère explique en partie ou en grande partie ce réchauffement, même si, là où vous avez raison, l'équation est très compliquée, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans l'équation. Après, une partie de ces émissions de ce gaz à effet de serre est liée aux émissions de l'humanité. Donc sur ça, on a des relatives certitudes. Après, là où vous avez raison, sans rentrer dans les détails, et ce n'est pas l'objet tout à fait de transition énergie, les modèles climatiques, il y en a des centaines, et d'ailleurs le rapport du GIEC utilise 200 modèles, et aucun ne dit la même chose. Voilà. Donc on construit des prévisions. Quand on nous explique ce qui va se passer exactement en 2050, permettez-moi d'être sceptique sur la. Je suis d'accord, c'est pas moi qui vais nier le réchauffement climatique, sauf que ça s'est déjà produit plusieurs fois dans l'histoire de l'humanité, et que il serait bon d'écouter un peu les scientifiques qui regardent les éruptions solaires et plein de choses qui se passent dans l'espace. Ça ne peut pas être sans aucune influence sur le climat, sur la petite planète Terre. Enfin, c'est ce que je crois. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut réfléchir, il faut écouter, et que la science, c'est quelque chose d'important, et ça ne doit pas être manipulé au profit de gens qui ne font que de l'idéologie. Et on est dans l'idéologie à la politique pour aller chercher des électeurs. Le problème, c'est que l'électeur de base, il trouve ça de moins en moins drôle. Quand vous faites un recoupement entre les endroits où il y a le plus d'éoliennes et la France des Gilets jaunes, hein, qui s'est tout de même un peu manifestée, on a enlaidi, on a développé des schémas de corruption totalement avérés, avec des confusions d'intérêts pour développer des éoliennes dont on sait, corrigez-moi si le chiffre n'est pas bon, qu'elles tournent à 24% de leur capacité de production, et que quand on installe 100 mégawatts d'éoliennes, on ne peut retirer que, paraît-il, pas plus de 30 mégawatts de puissance traditionnelle. C'est-à-dire qu'elles tournent à leur capacité nominale, environ, ça dépend. Hein. Ce n'est pas tout à fait la même chose sur les éoliennes marines et terrestres, mais elles tournent, disons, pour ce qui est des éoliennes terrestres, 25% du temps à leur puissance nominale. Le reste, il n'y a pas assez de vent. Voilà. Bah d'accord, mais on a l'air de nous expliquer ça, je ne vais pas dire aujourd'hui, mais il n'y a pas si longtemps qu'on dit finalement, il faut de l'énergie de complément sur lequel on puisse compter en appuyant sur le bouton. On aurait pu s'en apercevoir un peu avant tout de même. On va dire, c'est le problème d'ailleurs du coût mal compris des productions électriques renouvelables intermittentes. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'avoir des équipements complémentaires. Ben oui. Voilà. Pour autant, ce qui a eu de remarquable pendant un certain nombre d'années, c'est la baisse des coûts. Alors sur l'éolien, c'est un peu plus compliqué, mais notamment sur le solaire, c'est la baisse considérable avec le développement des industries de production des panneaux solaires massivement, notamment en Chine, et des éoliennes. La baisse du coût des équipements a été spectaculaire pendant 15 ans. Oui. Mais pour les raisons que vous expliquez, à partir du moment où en Chine, c'est considéré comme des investissements prioritaires totalement subventionnés, avec des faux prix de revient destinés à tuer toute la concurrence, ils y sont arrivés. Ils sont arrivés dans le solaire, ils sont en train de le faire avec succès, mais ce n'est pas les vrais prix, hein. C'est pas les vrais prix. Une industrie, elle doit fonctionner avec des vrais prix. Et là, vous continuez à avoir des ânes qui vous expliquent il faut la voiture électrique à 100 € par mois, etc. Mais ça repose sur quoi tout ça? Alors oui, on peut y arriver quand on écoute Monsieur Tavares de chez Stellantis qui connaît un petit quelque chose en matière automobile, et dont il dit souvent
si on nous avait laissé faire, nous, constructeurs automobiles, on aurait été capable de construire des véhicules qui consomment genre 1,5 litre ou 2 litres au 100, qui auraient été dans un schéma économique tout à fait intelligent et rentable, et on l'a pas fait. On l'a pas fait. Et le calcul, oui, alors, on ne peut pas revenir en arrière, mais vous avez raison, il y a un certain nombre de gens, dont M. Tavares, qui expliquent que si les politiques n'avaient pas dicté les technologies, mais avaient incité à avoir des objectifs d'empreinte carbone, on va dire, d'un véhicule tout au long de sa vie, c'est-à-dire de la construction jusqu'à sa destruction, finalement, des véhicules à moteur thermique qui consomment très peu, donc 1, 2, 3 litres, auraient une empreinte carbone inférieure aux véhicules électriques à batterie, compte tenu notamment de l'empreinte carbone très, très importante sur la construction des batteries. Le problème qu'on a eu et qu'on a, c'est qu'effectivement, les politiques, au lieu de fixer des objectifs aux industriels, on va dire fixent aussi ou imposent aussi des technologies, des domaines dans lesquels ils ne sont pas forcément compétents.